Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire ouvrait une nouvelle page de son histoire avec son accession à l'indépendance. 66 ans plus tard, le pays peut se prévaloir d'un parcours marqué à la fois par des périodes de stabilité, de croissance, de rayonnement régional et international, mais aussi par des crises politiques et sociales qui ont profondément marqué son évolution. Bienvenue à vous dans ce nouveau Politicia qui jette un regard sur les défis de gouvernance et les enjeux économiques de la Côte d'Ivoire avec nos invités, Delors Nesmond, journaliste spécialiste de la gouvernance inclusive. Bienvenue sur ce plateau. Merci de nous recevoir. Et Vianney Kofi, président de l'ONG Tolerance in the World, bienvenue sur ce plateau. Merci bien pour l'invitation. Et professeur Séraphin Prao, économiste et analyste politique, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction qui concerne le discours du Premier ministre Robert Begré-Mambé sur la réforme de la gouvernance électorale. Le gouvernement a pris en toute responsabilité la décision, au cours du Conseil des ministres du 6 mai 2026, de dissoudre la commission électorale indépendante dont le mandat des membres était arrivé à échéance. Cette décision est en parfaite cohérence avec l'évolution positive de la situation politique de notre pays, le fonctionnement régulier des institutions de la République, ainsi que les attentes exprimées par plusieurs acteurs politiques et la société civile qui, du reste, ont salué unanimement cette décision. Elle obéit surtout à un souci majeur, celui de doter notre pays d'une nouvelle gouvernance électorale répondant à l'impératif de consolidation de la démocratie, de la paix et de la cohésion nationale. Sur la question de la dissolution de la CEI, comme l'a indiqué le Premier ministre Begré-Mambé, cette réforme de la gouvernance électorale répond à un impératif de consolidation de la démocratie, de la paix et de la cohésion sociale. Vianney Kofi, est-ce que justement pour vous, la réforme de la gouvernance électorale doit-elle aller jusqu'à revoir le mode de désignation des membres de la commission? Je vous remercie. Alors il faut dire que on a tous accueilli cette information, on peut dire avec beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que il est arrivé un moment où tous les acteurs voulaient quand même qu'il y ait un changement. Quand je parle de tous les acteurs, c'est-à-dire au niveau du parti au pouvoir comme les opposants, ainsi que la société civile. Et c'est dans cette veine-là que nous, société civile, on a déjà mis en place un livret blanc, voilà, pour soumettre cela à nos autorités, pour voir dans quelle mesure un nouvel organe pouvait être vraiment un organe inclusif et aussi ouvert à vraiment toutes les touches de la société en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc depuis le 19 mai, on a mis en place un comité de 25 ONG qui représente 1780 ONG. On a écrit un livre blanc et nous avons fait la proposition même au gouvernement, voilà, de 3 organes, ce qui coïncide même avec ce que le Premier ministre a eu à donner comme information. Voilà. Le premier organe parle d'une commission électorale d'experts, voilà, composée de pratiquement 7 membres. Un département qui va gérer tout ce qui est la liste électorale, voilà, et un autre département qui va parler de l'éducation civique au niveau de tout ce qui est électoral, parce qu'on a constaté que la population ivoirienne ne se menait pas vraiment trop à tout ce qui est élection. Voilà, donc pour le moment, c'est ce que je peux dire. Professeur, justement, quelle analyse faites-vous de cette réforme de la gouvernance électorale? Bon, madame, permettez-moi de faire un peu l'exégèse, un peu des commissions électorales indépendantes en Afrique. Il faut retenir 2 dates. Il y a eu 1990, à la conférence de la Baule, où Mitterrand a convoqué tous les présidents africains pour les amener à aller vers la démocratie. C'est ce qui a
permis à Laurent Gbagbo d'être candidat en octobre 1990. Et la deuxième date, c'est 1995, où l'ONU a commandité un rapport. J'ai eu le bonheur de recevoir, en tout cas, ces enseignements du ministre Père Sonam Essi Amara. Il a dit tout est parti de 1995, où, sur injonction de l'ONU, un rapport a été produit. Et le titre du rapport, c'est les causes des conflits en Afrique. Et au nombre des causes, la première cause, c'est la corruption. Deuxième, le népotisme, le clanisme. Et troisièmement, les élections mal organisées. C'est ce qui a conduit en 2001 le président Laurent Gbagbo à prendre un décret pour créer la commission électorale indépendante. Donc vous voyez, nous sommes dans un esprit de pacification au travers des élections. Or là, visiblement, je pense qu'il a dit, M. Vianney, Kofi, que nous tous, nous n'étions pas du tout contents de la commission électorale indépendante. Pourquoi? Parce qu'une commission qui engendre des morts à chaque fois qu'il y a des élections, je pense qu'elle n'est pas bonne. Même si dans le principe, elle est indépendante, mais dans la pratique, il ne faudrait pas qu'on crée des morts. En 2000, on a eu le nombre de morts que vous savez, 3000 morts, 2010, idem, 2015, des morts, il y a eu même des têtes coupées dans notre pays, ce qu'on n'a jamais connu dans notre pays. Et donc, du coup, opposants comme parti au pouvoir, nous étions fatigués de cette commission électorale. Mais, madame, nous ne nous attendions pas que cela se fasse au forceps, parce que nous étions là, dans l'attente, qu'on peut-être il y ait un semblant de dialogue avec les partis au pouvoir et vous-même, les acteurs de la société civile. Et puis bon, on apprend que bon, la commission est dissoute. Et dans le même temps aussi, on nous propose vraiment très rapidement un système tripartite où à 3 têtes, comme j'appelle le serpent à 3 têtes, première tête, voilà la dimension organisationnelle pratique. Deuxième tête, comme vous l'avez dit, le recensement. Et troisième tête, ça va être la tête fêtière qui va essayer de regarder la surveillance. Bon, tout ça, on peut y revenir pour ne pas monopoliser la parole. Il y a beaucoup à dire sur ça. S'il vous plaît, merci beaucoup. Delors, justement, quelle analyse faites-vous du bilan politique de la Côte d'Ivoire? Alors, peut-être sur la question de la commission électorale indépendante, la réforme électorale, c'est important que la technologie qui sera mise en place puisse faire en sorte qu'on ait les résultats le premier jour de manière concrète, parce que dans d'autres pays, dans d'autres démocraties, cela se fait et c'est possible. Mais au-delà, il faut savoir qu'il y a une crise de confiance. On va beau faire des réformes. Tant que la crise de confiance est installée, on n'aura pas de résultats probants et on ira de crise en crise. Alors, cette crise de confiance, comment y faire face? Il faut revoir justement le personnel politique et quel type de citoyennes et de citoyens nous voulons pour notre pays. Pourquoi on parle seulement, c'est quand on parle seulement d'élections qu'on voit parfois des organisations ou des institutions en train de faire de l'éducation démocratique. Elle devrait se faire tous les jours. La transparence électorale, ce n'est pas le jour de l'élection, mais c'est l'accès à l'information sur la démocratie, sur le processus et comment les citoyens s'impliquent eux-mêmes. Quand on regarde sur le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, combien sont ceux qui votent réellement, le taux de participation et surtout les primo-votantes et les primo-votants, les jeunes, les plus jeunes, qui sont les plus nombreux. Donc il y a un travail à faire à la base. On va beau faire toutes ces réformes, mais tant qu'on n'a pas transformé notre société, on ne pourra pas revenir à la confiance entre les citoyennes et les citoyens pour en finir avec les crises. Vianney Kofi, comment garantir un meilleur équilibre dans la composition des organes électoraux entre pouvoir, opposition et société civile? Alors, il est difficile de dire la vérité lorsque le mensonge nous profite, disait Che Guevara. Aujourd'hui, il faut dire que ce qui serait intéressant, c'est de permettre à ce que la société civile, les partis qui sont apolitiques, puissent véritablement gérer cette nouvelle organe qui sera mise en place. Or, il est difficile aussi de parler de politique sans les acteurs qui sont politiciens. Et nous souhaiterions que pour une Côte d'Ivoire nouvelle, pour une paix totale dans notre pays, il faut véritablement que nos politiques laissent véritablement cet organe qui va être mis en place à être dirigé par des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique. Et comme je vous l'ai dit, ça sera difficile parce que toutes ces lois passent à l'Assemblée nationale
Or, qui part de l'Assemblée nationale part de partis politiques. Voilà, je peux compter, on peut dire près de 4% d'indépendants sont à l'Assemblée. Et on ne peut pas faire passer une loi si les politiques n'interviennent pas à l'Assemblée. Donc ça sera quand même difficile, mais c'est de trouver vraiment les moyens ou encore les méthodes pour permettre à ce qu'on ait encore une société civile forte. Voilà, une société civile forte, c'est une société civile qui n'est pas qui est apolitique, qui n'a pas de connotation parti au pouvoir ou de connotation à l'opposition. Mais une société civile qui pense vraiment à la population, au bien-être de la population. Voilà. Professeur, quelles réformes sont nécessaires pour rendre l'établissement, la révision et l'audit de la liste électorale plus transparent et incontestable? Bon, la première des choses, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Vianney. Moi, je suis d'accord avec lui parce que, logiquement, leur nombre de premier rang, c'est de laisser la CEI à ceux qui sont neutres. Bon, supposés neutres, ce sont les membres de la société civile. C'est à ceux-là, parce que bon, si on met encore dans ce nouvel organe des politiciens, je dis, nous allons, bis repetita, nous allons revenir toujours à des palabres. Donc c'est ce que je voulais dire. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, à mon humble avis, c'est faire l'audit. Parce que ce fichier qui est là, il n'est pas consensuel. Nous, les opposants, nous trouvons que, bon, quelque part, il y a des individus qui ne doivent pas y être, puisqu'on a vu sur la liste des morts, alors que, bon, logiquement, dans un pays civilisé, lorsque vous n'êtes plus de ce monde, automatiquement, la centralisation fait que vous êtes immédiatement éjecté. Donc, je pense qu'il y a un doute épais qui entoure un peu la sincérité, n'est-ce pas, de ce fichier-là. Donc, il faut l'auditer. Et puis, ma collègue l'a dit à ma droite, il faut aussi qu'on fasse comme le Ghana. À chaque fois que vous avez 18 ans, il faut que immédiatement, de façon automatique, les nouveaux organes, les nouveaux organes qui vont être mis en place, doivent pouvoir, à même, comme elle a dit, avec la technologie, savoir que Prao a 18 ans aujourd'hui et automatiquement sur la liste. C'est ce qui s'est fait au Ghana, madame. Je ne sais pas pourquoi nous allons courir vers le Sénégal pour aller prendre ce système tripartite, c'est le modèle sénégalais. Alors que nous savons bien qu'à côté de nous, depuis que M. Rollins a mis le Ghana sur vraiment la droite ligne de la démocratisation, cet organe organise parfaitement les élections. Vous êtes au pouvoir, si vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas gagné. Et ils sont tellement libres, très indépendants, hein, très détachés du politique, et ils arrivent à dire la vérité. Et le Ghana marche bien. Donc moi, je pense que le modèle ghanéen, à mon humble avis, messieurs, l'indépendance des individus qui y sont. Et ce que je voulais dire à M. Vianney, M. Vianney, dans ce pays, il y a toujours des gens, peut-être comme vous, hein, de la société civile, qui sont à écrit distant entre les partis politiques. Je vous donne l'exemple de M. Honoré Gué. Mais il était à la tête de l'organe qui a organisé les élections sous le général Guy Robert en 2000. Mais il a dit la vérité. Malgré la canonnière, malgré les menaces, mais il a dit la vérité. Donc, faisons confiance à notre pays. Je pense que dans la société civile, il y a des Ivoiriens épris des pairs qui ont un peu quand même de jugeote et qui peuvent organiser des élections sans mort. De leur réaction? Ah oui, sur la question, la question met en débat l'indépendance des institutions. Que ce soit les institutions qui organisent les élections ou autres. Et dans une démocratie, puisqu'il s'agit de faire aussi le bilan et que le modèle démocratique a été opté par la Côte d'Ivoire, dans une démocratie qui continue d'interroger l'indépendance de ces institutions est encore primaire en fait. Et c'est à cela qu'il faut travailler véritablement. Donc l'intégrité du personnel, c'est pourquoi moi je comprends qu'on puisse interpeller le personnel politique, mais même dans la société civile, et dans toute société, en tout cas toutes les sphères de la société, c'est important que cette indépendance puisse nous suivre. Mais comment y arriver? C'est l'éducation civique. L'éducation civique qui va faire comprendre le fonctionnement de l'État, le fonctionnement des institutions. Et moi, en tant que citoyenne ou bien en tant que citoyen, mon devoir vis-à-vis de la République, de mes concitoyennes et de mes concitoyens, à quel moment on est suffisamment éduqué à cela, au respect de la chose publique, pour savoir que même l'organe électoral est une chose publique. Pour savoir qu'organiser les élections, il y a des enjeux qui vont au-delà de notre petite personne, de nos convictions personnelles et partisanes. C'est cela aussi,
pour arriver à cette transparence électorale, il faut un travail sur l'humain même à la base, un développement humain. Et moi, je ne désespère pas, peut-être pas pour maintenant, mais je me dis à la base, on peut faire le travail avec les jeunes, les plus jeunes, les enfants déjà. Revoir dans les curricula de formation. Je sais qu'on parle de DHC à l'école, l'éducation à la citoyenneté, aux droits humains, mais il ne faudrait pas que la question politique aussi soit taboue dans les espaces de l'éducation. Vianney Kofi, la question de la réconciliation nationale reste-t-elle l'un des principaux défis politiques de la Côte d'Ivoire selon vous? Oui. Parce que déjà, il faut dire que nos politiques ont des démarches dolosives. Ils passent leur temps à dribbler chacun d'entre eux, chacun d'entre nous, voire même le peuple. Donc, au niveau de la réconciliation nationale, moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et comme les autres l'ont dit, c'est une question de personne. On doit travailler sur la personne même. Et aujourd'hui, le parti au pouvoir tend un peu la main, on peut dire, à l'opposition. On le voit déjà à l'indépendance, avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, qui a réussi pour une première fois à s'entourer de certains partis à l'opposition. Je crois qu'il reste encore son Excellence le président Laurent Gbagbo qui n'est pas encore venu. Donc des manœuvres sont en train d'être faites pour qu'il soit là. Tout ça, ça montre l'envie de véritablement créer ce qu'on appelle la cohésion autour de la fête nationale et aussi donner de l'espoir à la population ivoirienne et surtout à la population internationale aussi, qui souhaite vraiment venir investir dans notre pays. De leur naissement, quel bilan peut-on faire de la participation des jeunes, des femmes à la vie politique ivoirienne, alors qu'ils représentent une part importante de la population? Il faut dire que les femmes ivoiriennes ont toujours participé, même avant l'indépendance, puisqu'elles ont déclenché quand même avec la Grande Marche du Grand Bassam le processus de décolonisation qui a abouti à la proclamation de l'indépendance de notre pays. Mais au fil des ans, les femmes ont été exclues de l'espace public et politique. Et dans les années 90, on a vu ce grand retour avec l'ouverture démocratique, avec des organisations comme celle de Constance Yahi qui sont venues adresser de manière, je vais dire, frontale les questions des droits des femmes, qui ont pu aboutir quand même aux premières lois contre les violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. Je veux parler du mariage de la petite fille, le mariage forcé, la question de l'excision, entre autres. On va voir aussi les femmes nombreuses dans la société civile, dans la société politique, mais au poste décisionnel dans la société politique, il y a problème parce que derrière, elles évoluent dans un système dominé par les hommes où il y a le système patriarcal qui sous-tend même la politique, donc qui nomme au poste décisionnel au sein des partis politiques. On verra que ces femmes ne vont pas occuper de grands postes, sinon être cantonnées dans les organisations de femmes du parti politique. Donc c'est ce qu'on a pu constater ces dernières années. Mais il faut dire qu'il y a un renouvellement générationnel, une nouvelle prise de conscience dans l'opinion et que les jeunes féministes aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont contribué aussi à soi, c'est la dynamique mondiale après MeToo, donc dans tous les secteurs de la vie publique, il y a eu un bouleversement, y compris dans la société politique et même la société civile. Et on comprend que quand on regarde l'évolution, même la gouvernance Ouattara a fait beaucoup d'efforts en nommant de plus en plus, même si ce n'est pas encore suffisant, des femmes à la tête de certaines institutions. Ça, c'est à noter. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que quand on regarde le gouvernement lui-même, les femmes peinent encore à être nommées à des postes de ministres. On va retrouver 5 femmes, 7 femmes, 6 femmes, alors qu'il existe en Côte d'Ivoire un compédium des compétences féminines qui a plus de 15 000 membres, donc plus de 15 000 profils qui sont nommables. Donc derrière, c'est ce système encore qui n'a pas toujours confiance aux femmes, alors que ce sont les femmes qui ont contribué à délivrer ce pays. Les jeunes, peut-être un dernier mot sur la question des jeunes aussi, et même le quota dont on parle, qui aujourd'hui les femmes demandent la parité, les jeunes sont aussi concernés par cette question. Et il faut faire confiance à la jeunesse ivoirienne qui se bat sur le terrain, qui participe aux meetings politiques, qui est très active, mais à l'arrivée des courses dans les postes décisionnels au sein des partis politiques, la visibilité des jeunes reste encore problématique. Vianney Kofi, réaction en quelques secondes. Je crois que je dois vous conter une histoire de Staline qui, lors d'une réunion, a pris une poule et a commencé à déplumer cette poule. Et cette poule avait pratiquement c'est-à-dire, du sang sur elle.
Et il a dit à ses collaborateurs, cette poule, lorsque je vais la descendre, je vais lui donner des maïs, vous allez voir, des grains de maïs, et la poule a commencé à picorer ces maïs. Et il leur a dit, c'est comme ça qu'on doit diriger un peuple. Alors, tant que nos dirigeants africains auront cette méthode de Staline, ça sera vraiment difficile pour la population de véritablement se retrouver. Donc, j'attire aujourd'hui l'attention des différents leaders des partis politiques, que ce soit au pouvoir comme à l'opposition, de penser à leur peuple. Parce que le peuple a besoin de quiétude. Le peuple a besoin d'être rassuré et d'être en paix. Et on peut avoir des beaux projets, on peut avoir des chiffres, mais s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de tolérance, on ne peut pas véritablement s'en sortir. Professeur, réaction en quelques secondes? Oui, bon, je suis d'accord avec mes co-débatteurs parce qu'effectivement, la femme et les jeunes représentent en Côte d'Ivoire moins de 35%, 75% de moins de 35 ans sont des jeunes. Donc, la majeure partie. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. Donc, nous, en tant qu'économistes, il est hors de question qu'on mette sur le banc des accusés les femmes et les jeunes. Il faut tenir compte de leur avis. Et tenir compte de leur avis, c'est de les responsabiliser, comme elle a dit. Moi, j'ai pensé que tout dernièrement, Mme Kabaniele, que j'aime beaucoup, elle allait devenir Premier ministre. Moi, je pense que M. Ouattara, le président Ouattara, doit le faire. Avant de quitter le pouvoir, il faut qu'il nomme une femme Premier ministre. On a vu à côté de nous, Mme Johnson Sirleaf, brillantissime femme qui était à la Banque mondiale. Elle a été une très grande présidente. En Namibie, il y a des femmes qui dirigent. Macron lui-même, il a été président très jeune. Je veux dire qu'il faut faire confiance aux jeunes et puis aux femmes, quoi. Merci à vous. Les enjeux économiques et sociaux de la Côte d'Ivoire sont débattus dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pub. Nous sommes de retour sur ce plateau. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire s'est progressivement imposée comme l'une des principales économies de l'Afrique de l'Ouest, portée notamment par l'agriculture, les infrastructures, les investissements et la diversification de son tissu productif. Mais derrière ces performances macroéconomiques persistent des défis majeurs, notamment la réduction des inégalités, l'emploi des jeunes, le pouvoir d'achat, l'industrialisation, le développement des régions et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction sur le plan national de développement 2026-2030 de la Côte d'Ivoire. Un financement record pour accélérer l'émergence économique de la Côte d'Ivoire. La Banque africaine de développement, BAD, annonce la mobilisation de 20 milliards de dollars, soit 11 465,88 milliards de francs CFA pour accompagner le plan national de développement PND 2026-2030. Cette enveloppe comprend 4 988 milliards de francs CFA sur les ressources propres de la BAD et 6 480 milliards de francs CFA mobilisés auprès de partenaires financiers afin de soutenir les grands projets de développement du pays. Les manifestations d'intérêt attendues de cette journée permettront d'accélérer les investissements dans les secteurs prioritaires du PND 2026-2030, en particulier l'industrialisation et la transformation locale de nos matières premières afin de créer davantage de valeur ajoutée sur notre territoire. Doté de 114 839 milliards de francs CFA, le PND 2026-2030 de la Côte d'Ivoire vise à accélérer la transformation économique du pays. Plus de 70% des investissements seront portés par le secteur privé avec une contribution publique de 35 700 milliards de francs CFA et un besoin de financement de 39 600 milliards, notamment pour les infrastructures et l'industrialisation. Elles contribueront également au développement des infrastructures stratégiques, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie, du numérique et de la logistique, renforçant ainsi la compétitivité et l'attractivité de notre économie. Enfin, elles soutiendront les investissements
Pour atteindre ces objectifs à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire s'appuie sur le bilan du PND 2021-2025, marqué par une croissance moyenne de 6,5%, un taux d'exécution de 94% et 55 166 milliards de francs CFA investis. Le pays vise désormais une croissance de 7,2%, un PIB de 92 900 milliards de francs CFA en 2030 et un taux d'investissement de 32,6% du PIB. Nous sommes de retour sur ce plateau. Professeur Prao, le plan national de développement de la Côte d'Ivoire 2026-2030 ambitionne de mobiliser plus de 114 000 milliards sur 5 ans. Comment le gouvernement compte-t-il garantir la mobilisation effective des financements, de ces financements? Merci beaucoup. Bon, je pense que le gouvernement, il n'y a pas longtemps, a organisé à Sofitel une réunion, effectivement, pour pouvoir mobiliser tout ce qui est force vive nationale comme internationale. Alors, le gouvernement escompte, parce que ce sont des promesses qui sont faites, que les 80 000 milliards vont être financés par le secteur privé, oui. national comme étranger, et l'État lui-même se réserve le droit de financer le reste à 30 000 milliards. Et sur les 30 000 milliards, l'État se propose de faire appel, n'est-ce pas, à l'épargne de la région. À la BRVM, très régulièrement, l'État le fait, hein, ce qu'on appelle les emprunts TPCI. Donc, il mobilise l'argent sur le marché régional. Et comme nos banques savent que vous et moi, nous sommes très risqués, alors qu'en économie, l'État ne fait jamais, l'État peut faire défaut, mais jamais faillite, par définition, donc il est bon de prêter à l'État. Donc je ne pense pas que la Côte d'Ivoire, avec les indicateurs macroéconomiques que nous avons, n'oubliez pas que depuis que le président Ouattara est là quand même, il a un taux de croissance de l'ordre de 7-8%. Oui, et même après 7,2%. oui, en moyenne. Et même après la Covid, là où les grandes économies ont peiné même à revenir, le président Ouattara est revenu. Donc, de ce point de vue, au niveau macroéconomique, il n'y a rien à dire. Et puis, au niveau, il y a la maîtrise quand même des finances publiques, le déficit budgétaire. Donc, du coup, les marchés financiers nous font confiance pour nous accompagner. Preuve en est que c'est que le PND ancien a été réalisé aux alentours de 96%. C'est quand même énorme. Donc, je pense que même si ce sont des promesses, eu égard au dynamisme de notre économie, je pense que la Côte d'Ivoire peut financer son PND. Yannick Kofi, réaction? Je peux dire que je suis entièrement d'accord avec mon co-débatteur, et le président Alassane Ouattara a félicité sur ce point-là. Cependant, il faut aussi attirer l'attention, parce que nous sommes de la société civile, on entend les cris de cœur. Lorsqu'on dit on a besoin de 70% du PND qui sera du ressort du privé, déjà on voit un peu qu'il y a des réalisations des entreprises privées en Côte d'Ivoire qui trouvent des difficultés, telles que des constructions pour la population et après on ne sait pas où on part. Je prends l'exemple de Riyad City, voilà, une entreprise, je crois bien saoudienne, qui est venue à hauteur de 100 millions des maisons que des personnes ont souscrites. Voilà, des personnes que je connais d'ailleurs, qui ont souscrit, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Après, récemment, je crois bien à Bassam, les Italia Construction, on sait un peu ce qui s'est passé. Donc, tout ça aussi, ça peut mettre en mal le PND. Donc, j'attire l'attention de l'État. Le Côte d'Ivoire a véritablement, on peut dire, joué au gardien de tout ce qui sera investisseur ou investisseur privé d'ailleurs, que ce soit international comme des investisseurs ivoiriens, à véritablement les cadrer pour éviter vraiment le chaos au niveau de la société. Voilà. De leur réaction? Merci. Moi, je vais insister sur l'éthique en fait. Parce que quand on va parler de développement, il faudrait qu'on parle de développement durable sur ces questions économiques. Donc, je sais que l'État de Côte d'Ivoire affirme s'inscrire dans le développement durable, mais il ne faudrait pas que cela reste un slogan.
De sorte que je prends l'idée de nos territoires, puisque la question du territoire aussi est évoquée. Quand on quitte Abidjan, on n'a pas de grands hubs régionaux où l'économie est circulaire et que les jeunes peuvent rester sur place pour avoir de l'emploi. Donc je pense que cette ambition devrait être de mise également quand on parle de se projeter au niveau économique 66 ans après l'indépendance, c'est très important. Mais aussi la question d'éthique, pourquoi? Même dans l'agriculture, qui est le premier pourvoyeur aussi de l'économie ivoirienne, cette agriculture mérite la mécanisation. Parce qu'elle reste corvéable pour qui? Pour les femmes qui sont le plus dans ce secteur-là, dans les champs, et c'est elles qui font le vivrier pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Donc, les risques liés aux effets néfastes des changements climatiques, il faudrait que ces questions soient prises à bras le corps. J'ai vu le communiqué, par exemple, du Conseil national de sécurité sur les questions de l'orpaillage illégal. Mais quand on lit ce communiqué, les effets néfastes des changements climatiques sur les communautés, la qualité de l'eau, parce que le développement économique, c'est aussi la qualité de vie en fait. Donc quand on a des difficultés d'accès à l'eau potable et que ce sont les femmes encore qui vont porter dans ces zones rurales des bassines pour aller chercher de l'eau potable, il y a problème. Il faudrait que le développement il soit inclusif et prenne en compte aussi la question de l'éthique à la base en fait. Et c'est sur cela que je vais insister en fait. Professeur Prao, quelle stratégie faut-il accélérer pour transformer davantage les matières premières locales, créer de la valeur ajoutée et augmenter les revenus des producteurs dans le cadre de l'agriculture pour le pays? Bon, je pense que, comme Delors l'a dit, il faut que le secteur primaire, qui est le secteur, Fauban, il a dit que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Le binôme café-cacao représente à lui seul 15% du PIB. 40% des recettes d'exploitation de notre pays, 12% des recettes fiscales, fait vivre à peu près 7 millions de personnes. Et donc, du coup, à mon humble avis, dans l'ancien PND, il y a le PNIA, le plan national adressé sur les questions de l'agriculture. Je pense qu'une enveloppe vraiment consistante doit être de mise pour pouvoir aider ce secteur-là. Je suis d'accord avec elle. 66 ans après, nous sommes encore, le paysan ivoirien utilise encore la daba et la machette. C'est impensable. C'est impensable. C'est comme si on n'avait pas évolué. Et c'est ce qui a fait que Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, en 2008 à Dakar, nous a insulté à l'université Cheikh Anta Diop en disant que les Africains ne font que ressasser ce que leurs ancêtres ont fait. Aujourd'hui, quand vous allez en Chine, l'agriculture est quasiment mécanisée. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous importons plus de 2000 milliards en termes de ressources alimentaires? Un pays comme la Côte d'Ivoire. Alors qu'au fond, dit celui qui a faim n'est pas un homme qui est libre, il ne peut même pas penser le développement. Donc du coup, pour que nous soyons autonomes, nous avons tellement de bassins rizicoles en Côte d'Ivoire, monsieur. Et nous pouvons aller à l'autosuffisance, mais à condition que nous allons vers l'irrigation, donc la mécanisation. Donc il faut que le président Ouattara, de ce point de vue, mette le paquet sur le secteur agricole. À mon humble avis, c'est par là que le développement doit venir. Et puis après, il faut aussi qu'il continue dans ces investissements massifs qu'il fait. Aujourd'hui, le taux d'investissement dans notre pays est aux alentours de 26%. C'est vraiment énorme. Il y a un effort qualitatif qui a été fait. Les routes, les hôpitaux, les universités. Je pense qu'il va falloir investir puissamment dans ce secteur-là. Ce sont des leviers, à mon humble avis. Et M. Mambé l'a dit, il dit on va investir aussi dans le plan national pour appuyer nos secteurs industriels qui, rappelons-le, est le premier secteur quand même en zone UEMOA. Et je pense que si on le fait, la transformation structurelle qui vient de débuter sera très profonde. Vianney Kofi, réaction? Oui, moi je pense qu'il faut mettre l'accent sur la digitalisation. La digitalisation dans tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire, surtout l'agriculture. Comme il a dit, en Chine et enfin en Asie, tout est développé, c'est le robotique. En Côte d'Ivoire, lorsque un ingénieur veut développer quelque chose, ce sont des applications de vente en ligne. Il faut qu'on essaie de dépasser ce niveau-là. Et aussi, il faut aussi que l'État finance ces jeunes start-up qui existent aussi. Et puis, il faut aussi la décentralisation. Lorsqu'on parle de Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est Abidjan. Oh, il y a Bouaké qui est là, il y a Yamoussoukro, il y a Diglo, et ainsi de suite. Donc, je pense que le président Alassane, il est à féliciter, mais il doit aussi maximiser sur cette volet que je viens de citer. Voilà. Et sur le volet réduction des inégalités sociales, comment concilier les performances macroéconomiques de la Côte d'Ivoire avec la nécessité de réduire les écarts de revenus et les disparités entre Abidjan et les autres régions du pays? Delors. Alors tout de suite, moi je vais proposer de réduire les trains de vie de l'État pour commencer.
Parce qu'il ne faudrait pas qu'à la base, on soit dans la paupérisation et qu'en haut, on a le sentiment qu'on s'engraisse. Donc, revoir les salaires des dirigeants, la masse salariale des dirigeants, les voyages à l'extérieur, les cortèges, ce serait très important et un signal fort aussi pour ceux qui sont dans les communautés de base. Il faut commencer par là. Parce que quand le SMIC est encore à 75 000 francs, pour l'Ivoirien moyen ou l'Ivoirienne moyenne, vous comprenez qu'il y a des soucis quand on regarde le coût du loyer. On pense seulement que c'est à Abidjan que c'est difficile, mais même à l'intérieur du pays aussi, le loyer commence à être difficile à tenir. Donc on a une disparité, puisqu'on parle des inégalités, une disparité entre la classe dirigeante, la classe moyenne et la classe la plus faible en fait. Et aujourd'hui, impossible pour cette classe de se loger à Abidjan, qui se voit chassée du territoire parce qu'on parle de modernisation. Il faut aussi, je veux dire, valoriser des pratiques endogènes qui ont fonctionné. Cela va permettre de réduire le coût des intrants pour les agricultrices et les agriculteurs, puisqu'on parle de l'agriculture aussi, et qui sont dans ces zones reculées-là. Quand je parle de réduire le coût des intrants et de retourner aux mécanismes qui ont fonctionné, je fais allusion aux semences paysannes. Ces semences paysannes qui n'étaient pas coûteuses, ou bien encore ces pratiques culturelles ancestrales qui n'étaient pas coûteuses. L'engrais importé coûte très cher pour nos mamans, pour nos papas dans les plantations. Et donc, tout cela va permettre de réduire les coûts de production aussi pour eux. Donc, vous voyez, pour agir à la chaîne, il faut regarder ces secteurs de la société les plus vulnérables. Quand on a parlé de ça, on va aussi mettre sur la table la question des travailleuses domestiques. Donc, les droits des travailleuses domestiques aussi qui doivent être pris en compte. On ne peut pas, dans un pays où le SMIC est à 75 000, tolérer encore qu'on ait des filles de ménage, des travailleuses domestiques qui sont payées à moins de 20 000 ou bien à 20 000, à moins de 75 000. Ils ne sont pas déclarés à la CNPS. Donc, ce sont ces questions sociales qui doivent être prises en compte pour véritablement réduire les inégalités. Je peux les égrener, mais on ne va pas finir. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Alors, professeur, le capital humain et la protection sociale demeurent des piliers essentiels. Quelles mesures les investissements dans l'éducation, la santé, la formation professionnelle et la couverture sociale peuvent-ils devenir, comment peuvent-ils devenir des véritables leviers de développement inclusif? Ben oui, ça peut qualitativement aider les populations vulnérables. Déjà, l'AMU a été mis en place par Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, et puis après, cela a été repris par le président Ouattara sous la forme CEMU. Je pense qu'il va falloir vraiment élargir la base pour que tout un chacun ait. Et une fois qu'on a la carte, il faut qu'on puisse l'utiliser. Parce que moi, je suis allé à la pharmacie et j'étais avec une dame. Elle a dit, vous voyez, on dit, bon, j'ai la carte, mais il n'y a que les aspirines qui peuvent me profiter. Alors que, bon, j'ai bien plus besoin que de ça. Donc, je pense qu'il va falloir que le président Ouattara, avec la croissance que nous avons, il faut faire comme il faut boigner. Le capital humain était vraiment, ça lui chevillait tellement au corps, et qu'il y avait les hôpitaux, les dispensaires à quelques kilomètres, n'est-ce pas, des populations. Donc, il faut faire cet effort de ce côté-ci. Et puis, il y a aussi les paysans dont on a parlé. Moi, je suis fils des paysans. Je pense qu'il va falloir vraiment leur assurer un revenu décent. Les paysans, aujourd'hui, c'est vrai que quand M. Adjoumani était encore ministre, il a dit qu'il faisait un effort pour élargir la couverture maladie aux paysans. Mais quand vous allez dans la ruralité, vous voyez que la pauvreté est encore de mise. Et donc, moi, je pense qu'il faut faire ce travail de ce côté-ci. Et puis, au niveau de l'éducation, je suis enseignant. On ne peut pas construire un pays sans l'intellect, sans le capital humain. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, lorsque vous sortez du système éducatif ivoirien, vous utilisez que 38% de votre potentiel. C'est faible. Alors que la moyenne africaine est de 40% et en Asie, plus de 75%. Donc, vous voyez que là, il faut que le président Ouattara multiplie les efforts. Quand Foubaï était vivant, il y avait les bourses d'études qu'on accordait aux jeunes filles et aux enfants des pauvres. Et tout ça disparaît. On va avancer dans le débat. Vianney Kofi, réaction sur cette question? Je pense que la formation est vraiment primordiale pour un pays. S'il n'y a pas de formation, on tend vers la dérive. Aujourd'hui, vous voyez que depuis que le président Alassane Ouattara est là, il y a eu beaucoup de... L'aspect formation a été vraiment pris en main. Mais aussi, il faut que le personnel humain prenne conscience
que nous gérons vraiment des ressources de l'État. Tout à l'heure, la combattrice disait qu'il faut diminuer le train de vie de l'État. Je crois que son Excellence, M. Zorobi Balo, le président de la HABG, a eu à dire à l'Assemblée nationale qu'il reste encore des ministres et des directeurs qui n'ont pas encore déclaré les biens. C'est des choses à ne pas dire. Quand je dis à ne pas dire, c'est-à-dire que le président a la raison de le dire, le président Zorobi Balo, mais c'est des personnes qui doivent rendre compte à l'État. Donc on ne doit même pas leur faire, on peut dire, la chasse à l'homme pour pouvoir déclarer des biens. Donc déjà, il faut une responsabilité de gestion de tout ce qui est des biens de l'État, et puis la formation au niveau des directeurs, des ministres, et aussi au niveau des élèves. Voilà. De leur renaissement face à la persistance des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire, avec plus de 10 000 cas de violences basées sur le genre recensés en 2025, quelles sont aujourd'hui les principales failles dans la prévention, la prise en charge des victimes et l'application des sanctions contre les auteurs? Il faut dire quand même que la Côte d'Ivoire a fait des progrès comparativement à certains pays dans la sous-région, puisqu'elle est citée dans des rapports comme première. Cela dit, on constate tous ensemble que les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc le travail doit continuer à se faire. Et pour moi, de mon point de vue, c'est au niveau de la sensibilisation, de la prévention, qu'il faut mettre le paquet. Et quand je parle de sensibilisation, prévention, il ne faut pas s'arrêter à faire des injonctions aux jeunes filles en leur disant évitez de porter des habits courts pour sortir. Mais on doit dire clairement à ceux qui s'attaquent à ces jeunes filles d'arrêter de le faire parce que c'est une violation de leurs droits. Il ne faut plus se taire devant le patriarcat ambiant, devant le sexisme ambiant. Et c'est l'État, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui devra prendre les devants, justement, pour extirper de la tête des gens qui seraient des êtres supérieurs à d'autres et qui pouvaient faire de violences, parce que c'est de là que tout part, la conception. Quelle est l'image qu'on se fait de la femme dans notre société? Elle doit être une femme soumise, discrète. Et donc, quand elle sort de ces codes, tout de suite, elle va faire face aux violences. Et même les femmes soumises n'échappent pas à ces violences-là. Donc, c'est important de voir la perception de la femme, l'image de la femme dans notre société et travailler sur cette perception. Parce qu'en termes de loi, la Côte d'Ivoire a tellement légiféré sur les questions des droits des femmes. C'est vrai qu'il reste des lois comme ce que les militants demandent aujourd'hui sur la question des féminicides, comme les grandes démocraties sont en train de le faire, puisqu'on fait aussi le bilan de notre démocratie, c'est de légiférer aussi sur le féminicide pour qu'il y ait cela puisse enclencher des actions de prévention, de sensibilisation sur le terrain. Et tant qu'on ne nomme pas, on ne peut pas prendre en charge alors qu'on constate. Mais il faut saluer l'effort parce que récemment aussi, le ministère ivoirien des droits des femmes a mené une campagne nationale d'engagement. C'est inédit. On a vu des responsables d'institutions, des hommes, des femmes prendre la parole pour dire qu'on s'engage désormais. On voit que le 8 mars 2026, c'est passé de manière différente parce que sur les réseaux sociaux de toutes les institutions, y compris la présidence de la République, il y a eu des messages forts. C'est rare pour nous qui faisons le monitoring. C'est rare, c'était jamais arrivé. Aujourd'hui, puisqu'on parle de l'indépendance, depuis 3 ou 4 années maintenant, dans le discours officiel du chef de l'État, il reconnaît nos mères de l'indépendance. Parce qu'en faisant le monitoring, on avait constaté qu'on parlait seulement des pères des indépendances. Et tout ça participe aussi à changer la perception, à respecter les femmes et à ne pas violenter leurs droits. Penseur Prao, réaction? Je vais dans son sens parce que je trouve que c'est anormal en 2026 que les femmes fassent l'objet de telles violences. C'est vraiment 10 000, c'est déjà trop. Même 100, c'est déjà trop, a fortiori 10 000. Je pense qu'elle a tout dit. Il faut qu'au premier abord, on mette l'accent sur la sensibilisation. Aujourd'hui au collège, nous à l'époque c'était ECM, éducation civique et morale. Mais je pense que c'est là qu'il faut insister. C'est quoi? Elle a dit la vie citoyenne et puis surtout la vie en société. On ne doit même pas lever la main sur l'autre, a fortiori sa compagne ou son mari, puisque c'est des deux côtés. Hein. Il y a aussi des hommes qui sont battus. Mais je pense qu'il faut sortir de la tête des gens, ce n'est pas bien. La femme, ce n'est pas un objet de torture, bien au contraire. La Bible dit que la femme est pour nous une aide. Et donc, du coup, l'aide ne doit pas être l'objet de torture. Donc, et l'État aussi, je pense, doit jouer son rôle, le ministère de la Famille. Il faut des sensibilisations toute l'année. Et puis, il faut que, je vais dire, la sanction soit exemplaire. Parce qu'il y a des fois, quand on va dans les commissariats, vers la fin, on va toujours tendre vers
règlement à l'amiable. Vous voyez, donc tout ça aussi, ce sont des pesanteurs culturels qu'il va falloir peut-être faire sauter, quoi. Vianney Kofi, réaction? Oui, il faut dire que nous, on plaide toujours pour la tolérance. Donc déjà au sein des couples, la tolérance au sein de la société, aussi de la religion. Voilà, c'est un aspect qui est très important parce que au niveau de la religion, c'est quelque chose qui est à enseigner. Voilà, l'amour de son prochain, l'amour d'une femme, l'amour d'un homme, donc éviter vraiment la violence. Voilà. Le plan national de développement ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire une économie à revenu intermédiaire sur la tranche supérieure à l'horizon 2030. Professeur, quels indicateurs permettront de mesurer concrètement l'amélioration du niveau de vie des populations? Bon, logiquement, c'est le PIB par habitant. Le PIB par habitant, nous sommes passés de 28 milliards de dollars en 2011 à 86 milliards en 2024. Le président Ouattara a fait un travail colossal. De ce point de vue, au niveau macro, il n'y a rien à dire. Je suis économiste, je ne fais que constater les chiffres. Mais c'est au niveau microéconomique que nous avons des soucis dans notre pays. Et donc, du coup, je pense qu'avec la production qui va augmenter grâce aux investissements massifs dans le PND, massifs. Alors, après, il y a l'agriculture qui va jouer un rôle très important, puisque vous savez que nos spéculations se comportent bien sur les marchés internationaux, le café et le cacao. Après, vous avez le secteur minier, qui représente aujourd'hui un pan très essentiel, qui représente 5% du PIB de la Côte d'Ivoire. Il y a le secteur du tourisme, qui aussi contribue fortement au PIB de notre pays, aux alentours de 8%. Et puis, il y a effectivement le capital étranger qui vient de par ce que nous connaissons dans le PND. Je pense qu'avec tout ça, s'il y a la réconciliation, si nous avons un environnement apaisé, je pense que la Côte d'Ivoire est sur une trajectoire positive pour que nous puissions avoir un PIB par habitant de l'ordre de 4 000 $. C'est ça, 4 000 $. Là, nous sommes à 2 500 $ par habitant. Lorsque nous allons atteindre 3 500, 4 000, nous serons considérés comme pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Vianney Kofi, réaction, quelques secondes. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il ne peut pas avoir de développement sans paix. Donc, nous, notre rôle, c'est de prôner la paix, la tolérance, et aussi faire un appel à nos, on peut dire, parents opposants de véritablement mettre de l'eau dans le vin, parce que tout développement a besoin de paix, de cohésion et surtout de tolérance. Voilà. De leur réaction? Pour moi, le véritable indicateur sera le niveau d'accès aux services sociaux de base pour les citoyens et les citoyennes, pour les pauvres, les populations reculées, les populations rurales. Ce sera cela l'indicateur qui nous dira qu'en 2030, la Côte d'Ivoire est positionnée. Delors Nesmo, journaliste spécialiste de la gouvernance inclusive, merci d'avoir été là. Vianney Kofi, président de l'ONG Tolerance in the World, merci d'avoir été parmi nous. Professeur Séraphin Prao, économiste et analyste politique, merci d'avoir été parmi nous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Politicia, à retrouver sur l'application MyAfrica 24 et sur tous nos canaux de diffusion.